Chers amis, le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation sous Processing. Et dans cette toute première vidéo, nous allons découvrir l'environnement de programmation, qui est Processing, et télécharger et mettre en place les différents outils qui nous seront nécessaires à nos futurs projets, que sont réaliser un jeu vidéo en 2 dimensions avec cet environnement. Alors qu'est-ce que Processing? Et bien pour ça, on va répondre à cette question en ouvrant votre navigateur préféré et vous rendez sur la page, comme j'ai fait ici actuellement, https://processing.org. Alors qu'est-ce que Processing? Et bien Processing, c'est un environnement de développement qui est fourni avec des fonctions et des objets et qui permet à des programmateurs débutants ou des non-programmeurs de réaliser des projets multimédia facilement. D'accord? Voilà la philosophie. Créer des projets multimédia de façon très simple. Ce Processing a été créé par 2 artistes américains, messieurs Frey et Casey, en 2001. Donc vous voyez, ça date un petit peu. Donc à l'origine, Processing utilisait, et utilise encore, le langage de programmation Java. Donc Java, c'est un langage de programmation compilé. Sa syntaxe ressemble étrangement au C ou C++. Donc vous n'allez pas être déboussolé par la syntaxe du Java. Et par contre, c'est un langage orienté objet, et ça nous permettra dans ces vidéos, dans les vidéos futures, de parler de l'orienté objet et d'utiliser l'orienté objet. D'accord? Donc le Java a été créé dans les années 90 par une société américaine qui a été rachetée par Oracle il y a peu de temps, qui était Sun Microelectronics. Et voilà, donc Processing continue d'évoluer, et voyez ici, d'autres projets sont apparus. On peut maintenant utiliser l'environnement Processing, d'accord, donc la philosophie Processing, mais en utilisant cette fois le langage JavaScript, donc qui est le projet p5.js. Donc vous trouverez sur ma chaîne quelques tutoriaux pour l'environnement p5.js. On peut également ici, vous voyez ici, utiliser le langage Python. On peut utiliser l'environnement processing sur des appareils sous Android et également avec des ordinateurs type Raspberry Pi. D'accord? Donc vous voyez, Processing continue d'évoluer, à l'origine en Java, mais aujourd'hui soit en JavaScript, soit en Python, et on peut le découvrir sur des appareils modernes comme les appareils sous Android, donc les téléphones ou les tablettes, ou des nano-ordinateurs comme le Raspberry Pi. En tout premier lieu, les amis, il va nous falloir des outils, donc il va nous falloir l'exécutable. Donc pour ça, je vous invite à vous rendre sur la page Download, comme classique. Donc vous allez dans Download, ici. Et en fonction de votre système d'exploitation, vous allez télécharger l'exécutable qui vous sera nécessaire. Donc il est probable que vous soyez sous Windows. Donc vous voyez, à la date du 3 février 2019, je suis à la version 3.5.3. Mais il est probable que vous avez une version plus évoluée. Donc en fonction de votre système d'exploitation, donc sous Windows, sous Linux ou macOS, vous téléchargez l'exécutable. D'accord? Donc il est probable que vous soyez sous Windows. Donc vous allez venir ici, télécharger l'exécutable Windows 64 bits. D'accord? Ou si vous êtes macOS, vous irez ici. Après avoir téléchargé l'exécutable, vous allez installer simplement la chose en faisant entrée, 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 jusqu'à ce que les choses s'installent normalement. D'accord? Alors, il y a une autre page qui est très intéressante et je vous invite à la mettre en épingle dans vos favoris, qui est la référence. Donc dans cette page-ci, vous allez trouver toutes les fonctions, tous les objets que met à votre disposition Processing. D'accord? Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard dans les vidéos futures. Donc on viendra souvent dans la référence de langage pour connaître comment on va utiliser cette fonction-ci, comment on va utiliser cette fonction-là. Donc c'est très important. Alors, après le téléchargement, vous allez ensuite ouvrir le logiciel et vous allez trouver sur quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc on va le mettre sur plein écran. Donc voici les amis, l'environnement Processing. Vous voyez, c'est très très basique. Il n'y a pas des fenêtres dans tous les coins. C'est vraiment très très simple. Alors, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est de paramétrer un peu l'IDE, d'accord? Donc l'interface. Donc vous allez dans Processing. Et vous allez trouver, alors ici sous macOS, je me suis sous Processing, mais sous Windows, vous chercherez Préférences. Donc vous allez dans Préférences. Et ici, c'est un chemin qui est très important pour la suite des événements. C'est le chemin où Processing va stocker et va rechercher les projets Processing. D'accord? Donc ici, par défaut, c'est dans User, Document Processing. Donc c'est ce qu'on appelle le path pour les sketchbooks. Tous les programmes qu'on va faire, ce sont des sketchs. Et l'ensemble des programmes sont donc confinés dans un répertoire qui s'appelle en général Processing et le sketchbook. Donc c'est très important. Ici, vous pouvez choisir la langue de votre interface. Donc ici, je reste en anglais, mais vous pouvez tout à fait changer pour français, italien ou autre.
Vous choisissez ici la fonte de votre de votre interface, la taille. Un truc très important, je vous invite à le coacher. Ici, c'est le code complétion. D'accord? Donc c'est un petit outil qui va nous permettre de voir de l'autocomplétion quand vous allez commencer à taper. Il va vous proposer quelques fonctions qu'il connaît, et donc ça ira plus vite lorsque vous allez rédiger les fonctions. D'accord? Donc voici pour l'interface. Donc là, c'est très simple. On fait OK. Et Processing met à notre disposition et des outils qu'on va pouvoir télécharger et des bibliothèques. Ouais, c'est super. Donc on vient ici, on va commencer par installer deux petits outils qui nous seront nécessaires pour la suite des vidéos. Donc vous allez dans Sketch, Import Library, Add Library, et vous allez dans Tools. D'accord? Donc moi je suis resté en anglais, mais vous allez trouver outils. Il y a un outil donc, qui va nous permettre de faire de l'autocomplétion. Vous viendrez ici qui s'appelle Extends Code Completion. Vous cliquerez ici et vous ferez Install. Donc vous voyez, je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas le réinstaller. Donc je répète les amis, vous cherchez ici dans le filtre un truc qui s'appelle Extend Code Completion, fait par monsieur Jonathan d'Albert. Vous sélectionnez l'onglet et vous allez dans Install et il va installer tout simplement cet outil qui va nous aider pour l'écriture du code, avoir de la complétion de code. Et un autre outil qui nous serait très nécessaire, c'est les références. En fait, on peut aussi avoir à demeure, donc en local, hein, on peut avoir la référence du langage. Ça nous évitera d'ouvrir un navigateur, d'aller sur Internet et d'avoir à chercher la fonction adéquate pour savoir comment la écrire. Donc on va télécharger la référence, mais cette fois en local. Donc pour ça, vous allez ici dans Reference Tool, d'accord, vous cliquez dessus et vous faites également Install. Donc vous voyez deux petits outils, et vous en avez d'autres, hein. Là je vous laisse découvrir la chose. Donc deux outils fondamentaux qu'on aura besoin pour suivre des événements, le code complétion pour nous aider à écrire du code, et avoir la référence tools à demeure pour qu'ensuite on n'ait pas besoin d'ouvrir le navigateur et d'aller chercher la documentation sur Internet. D'accord? Et dans la suite des événements, on va avoir besoin d'une bibliothèque, entre autres pour le son, donc on n'y est pas encore, hein, on aura ça dans quelques temps. Donc on va télécharger une bibliothèque, donc comment on fait? On va dans Libraries, ou dans Bibliothèque, si vous avez laissé le mot en français, et vous allez chercher une bibliothèque qui s'appelle Minimum. D'accord? Donc Minimum. Donc c'est un audio library, donc en gros, c'est une bibliothèque qu'on aura besoin pour gérer le son et la musique de nos jeux vidéo futurs. D'accord? Donc vous allez dans Libraries, vous cherchez Minimum, vous sélectionnez Minimum et vous faites ensuite Install, comme d'habitude. D'accord? Donc je répète les amis, deux outils que sont le code completion, ici, et le référence tool pour l'avoir à demeure. Et dans Librairie, pour l'instant, on pourra installer d'autres bibliothèques si on en a besoin. On va installer une bibliothèque qui s'appelle Minimum, qui va nous être utile pour la gestion des sons de nos jeux vidéo. Ensuite, comment avoir accès à ces tools? Eh bien, vous aurez ici Tools, et vous voyez ici, j'ai les Reference Tools. Donc ici, il suffit que je tape, je sais pas, je fais une commande, je fais par exemple la commande fill. Vous voyez, il me donne la fonction et il me donne quelques exemples. Vous voyez, c'est très bien fait. Quelques exemples, donc j'ai besoin pour faire du fill. On verra ce que c'est que le fill un peu plus tard. Donc vous voyez les amis, donc ici dans Tools, ou dans Outils, si vous avez installé l'outil en français, vous aurez ici la référence Tools. D'accord? Ou l'Extend Code. Donc si vous avez cloché dans Préférences, si vous avez coché cette case Code complétion, donc ce sera par le contrôle space sous macOS. Alors il faudrait que vous regardiez quelles sont les commandes qu'il faut activer pour avoir ce code complétion. Ici sous macOS c'est contrôle plus la barre d'espace. Et comme j'ai installé ici l'extend code complétion, j'ai à demeure le code complétion. Donc ok. Eh bien je vous invite à écrire un tout premier programme, pardon je bafouille. Alors dans un programme processing, il y a deux fonctions qui sont fondamentales. D'accord? Il y a deux fonctions. Une première fonction qui est la fonction setup. Donc cette fonction est exécutée au lancement du programme. Elle permet de créer ou d'initialiser différents outils présents dans votre projet. À l'issue de la fonction setup, le programme va rentrer dans une fonction draw qui est exécutée de manière continue. D'accord? Elle est exécutée environ à 60 fois par seconde. D'accord? On a un FPF de 60 à peu près. Bien. Alors, on va donc écrire une première fonction. Donc, vous faites void, commencer, vous voyez, setup. Donc, ça, c'est la première fonction. Il n'atteint aucun paramètre. On fait accolade fermante ouvrante.
Donc ça ressemble beaucoup au C, donc vous ne serez pas surpris. Donc là, on fait du Java, en fait. Mais on fait un Java qui ressemble un peu au C, mais c'est pas grave. Donc void setup, une autre fonction importante, c'est le void draw. Pas de paramètres attendus. Colibracies ouverte et colibracies fermée. D'accord. Alors, pour définir la fenêtre de votre jeu, de votre programme, il y a une commande qui s'appelle size. Donc vous écrivez size. Il attend deux paramètres. Il attend la largeur de votre fenêtre et il attend la hauteur de votre fenêtre. D'accord? Donc pour avoir l'autocomplétion, regardez, je fais size, je fais CTRL espace, et il va me proposer des choses qu'il connaît déjà. Il connaît cette fonction-là. Vous voyez, donc, size ici, donc on peut donner plus de paramètres. Donc size, voilà. Il attend deux paramètres principaux qui est la taille de la fenêtre en largeur et en hauteur. D'accord? Ces deux variables, donc la hauteur et la largeur, seront ensuite disponibles en global dans votre projet à travers deux mots-clés que sont width et height. D'accord? Donc on va faire une fenêtre de 600 par exemple par 480. On n'oublie pas le point virgule commencer. Donc là j'ai défini une fenêtre de 600 pixels en largeur et 480 pixels en hauteur. D'accord? Maintenant, ça c'est pour définir ma première fonction. Donc le programme va rentrer dans setup, il va voir size, voilà, il veut une fenêtre de 600 par 480. Donc il va préparer la fenêtre. Ensuite, en sortant de setup, le programme va rentrer dans draw. Et bien le draw est exécuté de manière continue, 60 fois par seconde. On va dessiner le fond de la fenêtre. Pour dessiner le fond de la fenêtre, il y a une commande qui est background. D'accord? Alors, pour définir une couleur sous processing, il y a deux façons de définir une couleur. Soit d'une façon, disons, classique, en RGBA, rouge, vert, bleu, alpha. Donc on va définir une couleur en spécifiant les trois couleurs rouge, vert, bleu et le paramètre alpha, donc pour la transparence. Ce sont des nombres entiers entre 0 et 255. D'accord? Donc ça c'est les classiques. On définit une couleur en type RGB dans les jeux vidéo. Mais on peut aussi définir une couleur en niveau de gris. Donc 0 c'est tout noir, 255 c'est tout blanc. Et on peut avoir un niveau de gris entre 0 et 255. D'accord? Et bien ici, pour faire simple, on va rentrer une couleur, on va faire une couleur jaune par exemple. Qu'est-ce que je fais? Donc je rentre ma commande qui s'appelle background, je fais CTRL espace, il va me proposer tout de suite ici l'autocomplétion et on va lui passer donc trois paramètres qui est le rouge, le vert, le bleu. Donc le rouge, pour qu'on ait du jaune, il faut que j'ai du rouge, du vert et pas de bleu. Attention, point virgule. D'accord? Donc maintenant, on est prêt, là on va sauvegarder la chose, donc je vais faire File, Save As, il va nous le mettre directement dans le sketchbook ici, et je vais l'appeler Tuto Processing. Voilà, entrée. Et maintenant pour l'exécuter, ce serait simple, vous venez ici, faire Run, vous faites CTRL R. J'ai une fenêtre qui apparaît, elle s'appelle Tuto Processing comme mon projet, elle fait 600 par 480. Pour arrêter la fenêtre, vous venez ici faire Stop, vous faites Espace. Je peux ici définir une couleur en niveau de gris, donc si je mets 0 ici, CTRL S, alors pensez à sauvegarder, hein, CTRL S, CTRL R. Un petit CTRL R, et j'ai une fenêtre toute noire. Si je mets un niveau de gris, par exemple 51, CTRL S, CTRL R, j'ai une fenêtre qui apparaît au niveau de gris. D'accord? Oui, c'est très simple. Bien. Processing met à notre disposition quelques fonctions pour gérer le clavier et la souris. Donc c'est très intéressant ça. Parce que dans un jeu vidéo, on aura besoin d'actionner le clavier pour déplacer les acteurs, ou pour déplacer, ou pour tirer, pour lancer des balles, etc. Alors les deux fonctions que va nous mettre à disposition Processing sont keyPress, keyRelease. Regardons, donc on écrit une fonction, void, il n'attend aucun paramètre en sortie, keyPress, CTRL espace, donc il ne me dit rien, pressed, keyPressed, voilà. On va avoir aussi une fonction qui s'appelle void, keyReleased. Donc vous avez compris, hein, vous êtes des gens très intelligents. Donc cette fonction-là va être appelée lorsque vous actionnez une
touche du clavier, cette fonction-ci va être appelée à chaque fois que vous relâchez une touche du clavier. D'accord? Alors, comment connaître la touche du clavier? Eh bien, Processing met à votre disposition une variable qui est le keycode. Par exemple, ici, affichons. Je voudrais afficher dans la console qu'ici. Donc ici, vous avez la console. Hein. Pour enlever la console, vous venez ici. Hop, vous enlevez la console, vous appuyez, vous avez la console. Donc ici, on voudrait afficher, à chaque fois que j'appuie sur une touche, le code de la touche. Pour envoyer une commande dans la console, on envoie une commande print. Donc il y a deux façons de faire. Soit faites un print, soit faites un println. Donc la différence qu'il y a entre le print et le println, c'est qu'un println renverra un retour chariot à la fin de votre ligne. Donc en fait, on va passer à la ligne suivante. Donc println, je vais dire la touche est, deux petits points. Donc là, je viens de créer une chaîne de caractères. D'accord? Donc je vais avoir, dans ma console, il va arriver touche est, et je vais concaténer, donc je vais faire un plus, je vais rajouter une autre chaîne de caractères à la chaîne de caractères première, et je vais demander le keycode. Alors, on va aller voir ce que c'est que cette chose-là. Donc, qu'est-ce que c'est que le keycode? Donc, vous allez dans Tools, vous allez ici dans Reference Tools, et vous tapez là-haut, tout simplement, keycode. Attention, un grand C. Et vous voyez ici, qu'est-ce que c'est keycode? Donc je vous laisse lire le document qui est tout en bas, il vous explique ce que c'est keycode. On va monter un petit peu. Oups. Donc je vous laisserai lire tout ce qui est ici, mais en gros, vous avez compris que le keycode contient le code de la touche appuyée. Par exemple, si j'appuie sur la touche directionnelle down, eh bien le keycode sera égal à down. D'accord? Donc vous allez comprendre. Donc là, key press, donc touche press, la touche pressé est, pas fait d'orthographe, voilà. La touche pressée est, vous allez avoir le code qui va arriver. Donc CTRL S, CTRL R. Donc le programme tourne. Mais si j'appuie sur une touche, vous voyez, donc j'appuie sur la touche haut de ma flèche, là sur la page bas, touche espace, touche entrée. Donc chaque touche de votre clavier possède un keycode. Chaque touche de votre clavier possède un keycode. Eh bien, le keycode, vous pouvez l'avoir directement en l'affichant dans la console. Ok? Donc, c'est très, très intéressant. Alors, on peut aussi avoir accès à la souris. D'accord? Quand on va déplacer la souris, quand on déplace la souris dans la fenêtre de Processing, eh bien, de même, Processing va nous fournir deux variables que sont mouse X, mouse Y, pour donner la position de votre souris à l'instant T. Il y a aussi des fonctions pour savoir si on a appuyé sur la souris ou pas. D'accord? Alors, par exemple, je voudrais ici qu'on... Dans la fonction draw, on va faire ça comme ça. Dans la fonction draw, je voudrais afficher dans la console, on va enlever ça, sinon ça va perturber plus. Donc ici, dans la fonction draw, donc qui est exécutée de façon continue, je voudrais qu'on affiche la position actuelle de la souris. D'accord? Alors, comment faire? On va créer deux variables. Donc, pour créer des variables, c'est commencer. On peut créer des variables de type entier ou des variables de type flottant. Pour créer des variables de type entier, il suffit de faire int. Commencez, je vous ai dit. On va l'appeler px. Et pour avoir la position x de la souris, la variable c'est mouse grand X. Point virgule. Demain, je vais faire un int py. Donc, pour avoir la position y de la souris, mouse y. Donc attention, il ne faudra pas que vous créez des variables qui s'appellent mouse grand X, mouse grand Y, d'accord? Donc ce sont des variables, disons, globales à Processing. Vous n'avez pas le droit de nommer vos propres variables comme ceci, d'accord? Donc on va faire très attention. De même, je voudrais afficher px, py dans ma console. Donc je fais un print pour afficher, ln, pour ensuite aller retour chariot, donc pour commencer une nouvelle ligne. Je vais faire une concaténation comme d'habitude. Donc, on va concaténer quoi? On va faire un px de px, plus, là je vais faire un espace py égale, espace, ferme-la par petite parenthèse, point py. Donc je reprends les amis. Dans mouse x, mouse y, Processing va me fournir la position x et position y de ma souris, d'accord? Grâce à la fonction println, je vais pouvoir afficher du texte dans ma console, et je suis en train de créer une chaîne de caractères qui est la concaténation de px, de py, en affichant px en ASCII si vous préférez, et py en ASCII, d'accord?
Donc on fait une sauvegarde, CTRL S. Alors pour mettre en forme la chose, on fait un CTRL T. Vous voyez, ça remet un peu la chose en forme. Ceci, vous le trouverez ici, hein, dans Edit ici. Donc auto-format, CTRL T, moi c'est pomme T. On peut aussi mettre en commentaire ou pas. Donc CTRL S, CTRL R pour exécuter. Et je vais me déplacer, et vous voyez tout en dessous, vous avez ici la position X, Y de ma souris, donc le point 00 dans les jeux vidéo et dans les fenêtres, n'oubliez pas qu'il est au point en haut à gauche. Je me déplace vers les X positifs dans ce sens-là, vous voyez. Et ici, je reviens au point 00, je me déplace dans le Y positif dans ce sens-là. Ok? Donc vous voyez, c'est très très simple. Donc on a deux fonctions keypress, keyrelease pour le clavier. On a aussi de même des fonctions mouse press, mouse release. On peut avoir la position de la souris en X et Y. Et maintenant, regardons la gestion du temps. Donc dans nos jeux, il y aura quelque chose de fondamental qui est le temps. D'accord? On aura besoin de gérer le temps. Eh bien, essayons d'afficher dans la console le temps qui s'écoule. D'accord? Alors pour ça, il va falloir quelques variables, disons. Alors pour créer des variables, je vais créer des variables globales à mon projet. Parce que si je crée des variables ici dans Setup, mes variables ne seront disponibles que dans la fonction Setup. Donc je vais créer des variables globales. Pour créer des variables globales, vous les créez avant d'appeler Setup ou Draw. Je vais créer une variable float, je vais l'appeler time, égale à 0, point virgule. Donc là, je crée un flottant, d'accord, 32 bits, qui vaut 0. Je vais créer aussi un autre flottant, float, je l'appelle now, comme maintenant, et je prends égal à 0. Je vais créer un autre flottant, je l'appelle x, comme avant, le temps d'avant, égal à 0. Et je vais également afficher les FPS, donc les frames par seconde. Donc je vais créer un entier cette fois, j'appelle FPS, égal à 0 pour l'instant. Donc pensez à initialiser toutes vos variables avant d'utiliser. Hein, c'est un bon réflexe. Bien. Alors, comment obtenir le temps qui passe? Eh bien, sous Processing, alors je vais enlever ça. Sous Processing, pour avoir le temps qui passe, il y a une fonction. Cette fonction s'appelle... Donc, vous voyez, un truc très intéressant. Je viens de supprimer mes variables px, mes y. Bah, du coup, il me dit que là, j'ai les petits... Vous voyez, les petits trucs... ils sont soulignés en rouge. Il dit, ah, c'est bizarre, il n'y a pas de px, py dans votre programme. Vous risquez d'avoir des petits ennuis. Donc, c'est très, très bien fait. Vous voyez, ça vous permet de voir des erreurs qui vont apparaître directement, grâce au petit outil qu'on a installé. Donc je disais, pour avoir le temps qui passe, sous Processing, il y a une fonction. Cette fonction s'appelle mils. Comment on fait? Donc je voudrais le temps qui passe. Donc le temps qui passe, je vais le mettre dans la variable, now. Alors je vais dire que now, le temps maintenant, c'est quoi? C'est mils. Vous voyez, je fais CTRL espace, il me propose directement la chose. Donc dans mils, il vous donne le temps qui passe en millisecondes. En millisecondes, c'est très important. Alors moi, je voudrais le temps qui passe en secondes. Je voudrais le temps qui passe en secondes. Alors, je vais calculer l'écart qu'il y a entre la première frame et la deuxième frame. Donc je vais créer ici une variable locale qui s'appelle dt, comme le temps qui passe, pour l'instant qui vaut 0. Alors qu'est-ce que dt? Bah, dt, c'est le temps qui s'écoule entre maintenant et avant. Donc c'est la différence qu'il y a entre l'instant de maintenant moins l'instant d'avant. Mais n'oubliez pas que ce dt, c'est des millisecondes. Moi, je voudrais des secondes. Alors comment passer des millisecondes en secondes? Il suffit de diviser par 1000. Et comme c'est un flottant, on va rajouter un point virgule ici. Donc de fait, dans dt, j'ai l'écart de frames. En fait, j'ai la période d'échantillonnage de chaque frame. D'accord? Entre le temps de maintenant et le temps d'avant, donc avant cette frame-ci, il s'est écoulé un temps dt. Et bien, comme le temps s'écoule, je peux maintenant rajouter ce dt au time qui s'écoule. Donc le time, c'est le time plus dt. Donc ça, c'est la forme, disons, écriture longue. On peut écrire les choses un peu plus simplement en faisant plus égal dt. Donc dt va accumuler... Le time va s'accumuler autour du temps. D'accord? Donc le time va dt, plus 2dt, plus 3dt, plus 5dt. Bien. Comme le FPS, à chaque fois que je rentre dans cette boucle, je crée une nouvelle image, donc un nouveau FPS. Donc j'incrémente le FPS de 1. Qu'est-ce qui se passe? Si le temps qui s'écoule est plus grand que 1 seconde. Donc n'oubliez pas que moi je veux afficher le nombre d'images par seconde. Donc je dois
nécessairement connaître le temps qui s'est écoulé. Et donc si le temps s'est passé d'une seconde, qu'est-ce que je fais? Et bien maintenant, j'ai dans la variable FPS, le nombre de frames par seconde. Il suffit de l'afficher. Donc je peux faire un print ln, donc je l'appelle FPS par exemple, égale, un petit espace pour qu'on voit la chose, plus FPS. Je peux également imprimer, donc afficher à l'écran dans la console, la période d'été. Alors ce dt, on en aura besoin beaucoup dans nos jeux, donc autant l'avoir tout de suite, plus dt. D'accord? Donc n'oubliez pas, si on est 60 images par seconde, le dt doit être égal à 1 sur 60. D'accord? Donc on a ici la période, si vous préférez, de rafraîchissement. N'oubliez pas de remettre vos variables à 0 pour ensuite recommencer le calcul du nouvel FPS et d'un nouveau dt. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais que FPS cette fois revient à 0. Et j'oublie pas de faire un time égal à 0. Et quand je remets mes choses dans l'ordre, à 0. Et avant de partir, qu'est-ce que je dois faire? Je vais dire que le temps d'avant, c'est maintenant, le temps de maintenant. D'accord? Donc je reprends pour que ça soit bien clair. Donc je vais enlever la console pour que ça verra mieux. Alors, je voudrais, chers amis, afficher dans la console le nombre d'images par seconde et le temps qui s'écoule. D'accord? Pour ça, je crée ici 4 variables, 2 de type flottant, le time, le now, l'ex. Donc le now, ce sera le temps de maintenant, à l'instant t, d'accord, où on ouvre ce frame. Le x, le temps qui s'est écoulé, donc le temps précédent. Et le fps, le nombre d'images par seconde, d'accord? Dans le draw, qui est exécuté de façon continue, n'oubliez pas, je crée une variable locale qui s'appelle dt, qui va posséder la période de rafraîchissement, si vous préférez. Donc, grâce à la fonction mils, j'obtiens le nombre de millisecondes qui sont écoulées depuis le début du programme. Je le stocke dans now. Je viens calculer la différence qu'il y a entre le temps de maintenant, now, et le temps d'avant, x. Et comme ce sont des millisecondes, moi je le temps en secondes, je divise par 1000. D'accord? À chaque nouveau dt, j'incrémente la variable time par un dt. Donc le temps s'accumule, et il s'accumule, et il s'accumule. Le nombre de frames également. Donc à chaque fois que je rentre dans draw, j'ai une nouvelle image préférée. Si le temps qui s'écoule est plus grand qu'une seconde, j'affiche le nombre d'images par seconde sur l'écran, le dt à l'écran, et j'oublie pas, pour le prochain calcul, de remettre le FPS avec 0 et le time à 0. Et avant de partir, n'oubliez pas de sauvegarder le temps x égale now, sinon dans le dt, x vaudra toujours 0 et vous n'aurez jamais le temps qui s'est écoulé entre deux frames. D'accord? Donc regardons si ça marche. CTRL S, CTRL R, on appelle la console, et qu'est-ce qu'on remarque? On va monter la console un petit peu. On tourne ici actuellement entre 60 et 61 fps, d'accord? Et si vous faites le 1 sur 60, vous trouverez à peu près entre 0,13, alors ça dépend, ça dépend beaucoup de la précision de calcul, mais en tout cas, on est entre 1 divisé par 60. Donc grâce à ces petites fonctions, à ces petites variables, j'ai le temps qui passe, et ça sera très utile pour la suite des événements, pour entre autres contrôler les animations, contrôler les mouvements de nos futurs objets. D'accord? Alors nous continuerons la poursuite de la découverte de Processing dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute, et à très bientôt.